À tous, bienvenue. Imperturbable et toujours ferme sur ses décisions, le régime Talon vient une fois encore de mettre les pieds dans les plats. C'est du moins l'avis de bon nombre d'universitaires au sujet du très controversé dossier portant nomination à la tête des universités du Bénin. En sa session ordinaire du Conseil des ministres en date du 30 janvier et sous la présidence effective du chef de l'État, le gouvernement béninois a entériné l'acte mettant à la limite les protestataires devant le fait accompli. Une décision prise à quelques heures d'un sit-in de protestation de longue date annoncé par l'intersyndicale des enseignants du supérieur vent debout contre une telle mesure. Le sit-in aura finalement lieu. C'est donc dans un climat pour le moins tendu au niveau du corps enseignant du supérieur que la nouvelle est tombée. Nomination hâtée dans les universités publiques au Bénin, expression de l'affaiblissement de l'autorité de l'État ou un coup de force. Tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat pour ce numéro de votre émission 100% Bénin. Sur ce plateau, avec nous, le docteur Enayon Brice Sow, vous le connaissez très bien, sur bon nombre de sujets. L'homme est avec nous ce matin avec sa casquette de président de l'ONG Amoklim-Wek, mais il est aussi géographe, environnementaliste, une casquette qu'on lui connaît très peu. Le géographe va nous entretenir au sujet de son expérience avec les milieux universitaires au Bénin. Nayon Brissot, bonjour. Bonjour, et merci de répondre à notre invitation. Merci, Philippe. En face de lui, il est Kofi Dia, enseignant de droit civil et du droit des affaires. Il est analyste politique, il n'est plus à présenter, un habitué de nos milieux universitaires aussi. Il est Kofi Dia, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci, Patache. En application du décret 20-18-441 du 20 septembre 2018 portant interdiction d'élection des recteurs et autres responsables dans les universités nationales du Bénin, le gouvernement béninois, à la faveur du Conseil des ministres en date du 30 janvier, a procédé à la nomination des chefs d'établissement au niveau du supérieur. Une nouvelle diversement appréciée. Au rang de ceux ayant salué cette décision, nous recevons pour vous, sur ce plateau, Enayon Brice Sow. Enayon Brice Sow, une fois encore, bonjour. Bonjour. Vous avez applaudi, disiez-vous, quand nous avons joué au téléphone avec des pieds et des mains cette décision, que vous dites très salutaire. Je suis super soulagé quand j'ai été informé de cette décision-là. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, depuis Kilimandjaro, j'ai eu l'information. Et heureusement encore, au dernier conseil des ministres, c'est passé. Je suis super soulagé parce que l'université s'est transformée en fait en un royaume. En un royaume, en de l'anarchie, où les enseignants du supérieur décident de ce qu'ils veulent des étudiants, où des mineurs sont violés. Il y a eu des témoignages. J'utilise ces mots violés parce que c'est de l'acharnement sexuel, de l'harcèlement sexuel. J'ai eu des noms d'enseignants du supérieur. Excusez-moi pour le thème. Oui. Je le dis parce que c'est choquant. C'est choquant dans des circonstances où des étudiantes affirment que pour passer en deuxième année d'université, elles sont obligées de se livrer au sexe. Aussi dans une circonstance où des enseignants du supérieur escroquent des étudiants à l'université, alors qu'ils sont à coût de millions dans une situation où... Escroquer des enseignants qui ne vendent rien, escroquer... Pour soutenir, à l'université, il y a des enseignants qui prennent de l'argent chez les étudiants. Au même moment, c'est que pour se faire recruter à l'université, si tu n'es pas un parent d'un enseignant, tu es menacé. Je prends mon cas. Vous voulez dire qu'il y règne un désordre qui ne dit pas son nom? Un désordre inimaginable. Que cette décision pourrait corriger? Je vous dis, il faut un changement de paradigme. On y revient. Il est Kofi Dia, vous, par contre, étiez de ceux-là qui ont pratiquement mis les deux mains sur la tête lorsque vous avez appris la confirmation de cette décision. Oui, il y a de quoi. Parce que je ne vois aucun rapport avec les pratiques citées ça et là de mon vis-à-vis par rapport à la nomination de doyen. Les pratiques, on va apprécier, mais oui, qu'est-ce qui a fait que vous avez mis... Il n'y a aucun rapport entre ce qu'il dit et les nominations. Par rapport à ce qu'il dit, on y revient. Mais pourquoi dites-vous, parce qu'on vous a eu aussi au téléphone, vous disiez que ça, c'est la pire des mauvaises nouvelles qui puisse arriver à un pays démocratique. C'était vos mots. La nomination oui. tue la compétition et affaiblit l'élection. Or, nous sommes dans un État démocratique. Et lorsque
le gouvernement décide de nommer les douaniers et les vice-douaniers des universités, cela voudra dire que ceux-là lui doivent allégeance. La politique a quitté complètement la cité pour aller à la cité universitaire. Cela voudra dire quoi? Comme il le dit si bien, dorénavant ne seront recrutés et engagés que les professeurs rupturiens ou les docteurs rupturiens. Comme il le dit si bien, il prend un mal pour un mal pour un bien. Or, ce qu'il dit, l'état actuel des choses, à savoir la nomination, les dégâts engendrés qui seront causés par la nomination sont plus dangereux que les minimalités qu'il est en train de citer à travers les errances ou l'immoralité de certains enseignants et que l'on a toujours constaté sur tous les cieux. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Il parle du viol ou de ce qu'il veut parmi les acteurs politiques, que ce soit députés et ministres. On n'en parle pas simplement parce qu'ils ont les moyens d'étouffer. Par les policiers, les magistrats, il y en a partout. Ça, c'est des faits mineurs. Je ne vois pas le rapport qu'il y a entre les nominations et ça. Vous savez, et il faut interroger l'histoire. Le système actuel est en train de frapper l'histoire. Et c'est dangereux, parce que l'histoire est tout, sauf un recueil de jurisprudence qu'il faut consulter à la manière d'un Dallos pour y trouver des remèdes pour solutionner des problèmes. L'histoire, dans le cas d'espèce, elle nous rapporte quoi? Elle nous rapporte quoi? Elle nous rapporte que pendant 35 ans, pour candidater ou pour être doyen d'une faculté, il faut passer par la voie élective, les élections. Et à l'interne, il y a une disposition qui définit les conditions dans lesquelles on doit pouvoir élire le doyen et le vice-doyen. Et chaque camp bat campagne et présente un programme d'action. Et lorsqu'il gagne, il a le respect de tous ses collaborateurs. Et il travaille la main dans la main avec tous ceux qui sont avec lui ou sans lui. Mais là, lorsque le politique en vient à se mêler au haut lieu de savoir, lorsqu'il en vient à offenser les sachants, et que, comme il le fait, ça voudra dire que bientôt, ce sont les chefs d'amphithéâtre qui seront nommés. Bientôt, parce que déjà, l'intendant ou le comptable est nommé, le secrétaire général est nommé. C'est les responsables d'amphithéâtre qui seront nommés. Et la nomination, par coïncidence, tombe très bien. Parce que vous voyez, tous ceux qui sont nommés, ils n'ont aucun choix. Ils seront obligés, s'ils n'avaient pas une casquette de rupture, de faire la rupture, ils seront obligés de battre campagne pour les élections législatives à venir. Là, je m'en arrête là pour le moment. Bon, oui, Brissot, votre vis-à-vis, il pense que les faits que vous évoquez par rapport à la mission de centres universitaires, ce n'est qu'un petit mal par rapport aux grands mots que pourrait engendrer l'acte que le gouvernement vient de poser. Je pense que le professeur, c'est un juriste. Et le professeur sait très bien que c'est les conséquences d'une mauvaise gouvernance universitaire. Et quand je le dis, c'est que depuis des mois, par exemple, le ministère de l'Enseignement supérieur envoie 100 millions pour les frais de laboratoire de recherche des trucs là, des doctorants. J'appelle le recteur d'Acrose. Il me dit que ce n'est pas du Mamadou Ebineta. Qu'est-ce que ça signifie? Expliquez-moi. L'argent n'est pas pour les étudiants. Ce n'est pas du Mamadou Ebineta. À l'université de Parakou, dernier recrutement, le chef département géographie, en tout cas, il est du département de géographie, Niélé José, il m'a menacé, moi, par exemple. Si tu déposes ton dossier ne sera pas présélectionné, quelles que soient tes compétences. Non, nous avons signalé ça. Il a ajouté le mot quelles que soient tes conséquences. Niélé José. Tes compétences. Et mon dossier a été rejeté au recrutement. J'ai fait un recours avec ampliation au gouvernement et à la présidence. C'est comme ça que, d'ailleurs, les choses ont commencé par se flotter. Et au même moment, 24 heures après, le dossier rejeté a été accepté. J'ai été donc à l'entretien le lendemain. Mais c'est super choquant. Lorsqu'on se rend compte que si tu n'es pas un proche à eux, c'est d'abord la mauvaise gouvernance universitaire au niveau de nos universités qui a conduit à ça. S'il n'y avait pas cette crise-là, mais on ne veut pas toujours continuer à faire la promotion des parents de professeurs titulaires ou de recteurs. Je suis désolé. L'université, c'est pour tout le monde. C'est pour les pauvres, c'est pour les excellents. Au dernier recrutement, par exemple, le même Niélé José était venu à mon entretien, par exemple. Et on nous pose aussi des questions de savoir combien d'années ou combien de temps on a supervisé, on a été sous la supervision d'un professeur titulaire. Des professeurs titulaires recrutés
qui ne viennent pas à l'université, qui sont dans des institutions internationales, qui nous menacent. Il y a eu la bourse d'excellence de l'Académie belge. On me dit, tu prends l'avion Brice, tu pars en Belgique, tu ne seras plus mon assistant. Je suis parti, on m'a bloqué. Mais si le chef de l'État est informé de ça, qu'est-ce qu'il fera? S'il n'a pas un cœur, qu'est-ce qu'il fera? Je nous en prie. Donc, c'est d'abord une question d'injustice et de mauvaise gouvernance au niveau de nos universités. Mais il est confident, mais ce qu'il dit là, ça donne de la chair de poule. J'imagine que vous l'avez bien suivi. Parce que n'ayant personne est quand même un citoyen avec le parcours avéré qui vient postuler. Et un enseignant dit, quoi qu'en soit tes compétences, ça se dit aussi dans nos universités? Il prend un problème individuel qu'il tente de généraliser. Et je vais lui démontrer par A plus B qu'il n'est pas la première victime. Mais est-ce que c'est bon? Écoutez d'abord. Vous avez dit un problème individuel et vous dites qu'il n'est pas la première victime. Il faudrait arrêter de prendre l'accessoire pour l'essentiel, voire le principal. Mais je vous ai entendu dire qu'il n'est pas, la seule victime. Le latin dit accessorium sequitur principali. L'accessoire suit le principal. On ne met jamais l'accessoire devant le principal. Lorsque j'entends mon vis-à-vis et je plaide pour ce qu'il dit, je compatis pour ce qu'il dit, et pour le soutenir dans cette direction-là, je peux ajouter que c'est en plein jury de délibération en deuxième année de droit que le professeur Sosa Dorothée est venu me sortir au motif que l'ordre de m'exclure vient de la présidence, au temps de Yahi Boni. J'étais l'assistant du professeur, paix à son âme, mon content Jean-Baptiste d'alors. Que vient faire, quel problème la nomination veut venir régler? Alors qu'en ce moment, c'était toujours les élections. Et pourtant, il fallait voir le professeur agrégé trembler et s'exécuter. Là où le vice-doyen Tindo s'opposait à mon départ. Le vice-doyen lui a dit, c'est mon ami, je ne le sors pas. Donnez-moi les éléments pour lesquels vous voulez que je puisse l'exclure. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave pour qu'on puisse l'exclure? Et le professeur Sosa a été obligé de descendre lui-même dans la salle de délibération et m'a sorti d'Abomey Calavi. Les mauvaises bouches ont donné toutes les interprétations qu'ils ont voulu donner. J'ai tourné droit à Abomey Calavi, j'ai poursuivi mes études et je n'ai plus jamais l'intention d'y retourner. Voilà comment. Je n'ai plus, moi, je n'ai plus jamais l'intention d'y retourner. Wow. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'enseigne que dans les universités privées. Wow. Parce que c'est dangereux. Donc, ce qu'ils peignent comme tableau, d'autres l'ont déjà vécu. Mais moi, je n'arrive pas à lire le lien, le rapport qu'il y a entre les nominations des doyens, des vice-doyens et ces gens de pratiques malsaines, peu orthodoxes. Je ne vois pas. Ce n'est pas les nommants. Les nommés ne sont pas des saints. Les nommés ne relèvent pas d'une société, d'une société à visée divine. Non, bien au contraire, on va créer encore d'autres problèmes. C'est-à-dire permettre à ces nommés-là de prendre en considération les doctorants, les enseignants qui sont de leur couleur politique. Et c'est plus dangereux que ce qui se fait aujourd'hui. Si le gouvernement devrait faire quelque chose et qui devait être bien, comme il le dit si bien, et c'est ce qu'ils ne font pas malheureusement, il y a plein de jeunes très brillants qui ont fini leur DEA, leur master avec brio. Ailleurs, à Lomé, par exemple, lorsqu'on finit les formations de DEA et autres, là, l'étudiant ne cherche pas à aller faire la thèse. Mais c'est l'université qui lui adresse une note comme quoi, comme tu fais partie des 10 premiers, tu viens et on va financer ta thèse pour que tu deviennes docteur. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait que ceux qui sont brillants, faute de moyens, ne sont pas là. Donc c'est une mauvaise politique que le gouvernement doit corriger et remettre cette feuille de route aux doyens, aux vice-doyens, à exécuter coûte que coûte, et non prendre les doyens, les personnes qui sont de leur bord et les imposer un peu partout dans les universités, dans les écoles. Ça ne va pas marcher, mon cher. J'en ai été victime. Et voilà pourquoi tu as porté le doctorat avant moi. Parce que moi, je suis né de parents fondamentalement pauvres. Je danse, je tape le tam-tam, je danse en même temps. Donc, faute de moyens, j'ai dû abandonner. Parce qu'à 2 chapitres de cette thèse-là, il y a un compatriote qui a pris le même thème que moi et a fini avant moi. Il fallait que je recommence. Et en recommençant, j'ai dû abandonner. Voilà. Et donc, je peux en vouloir autant que tu le fais au professeur Dorothée Sosa, qui avait dit au professeur mon content, j'ai reçu l'ordre de la présidence en ce moment de Yahi Boni. Et pourtant, on n'avait pas nommé les doyens et les vice-doyens. Donc, c'est pourquoi je dis, ne nous attardons pas sur les pratiques malsaines qui se retrouvent un peu dans tous les secteurs. Mais faisons plutôt de manière que... Parce que tout se passe comme si on donne le sentiment d'ignorer totalement
les acteurs principaux de l'université. On donne le sentiment de minimiser les sachants. Vous avez vu ceux qui sont assis par terre là? C'est des sachants. C'est des sachants et on ne s'amuse pas avec. Brissot, il est confident que d'émotions, quand on vous entend parler, chacun a vécu ses déboires de différentes façons. Brissot, en quoi votre vis-à-vis, on peut mieux faire, mais pas en procédant aux nominations. Changer de paradigme, ils s'en dit oui, mais alors, il va falloir mieux penser. Qu'est-ce que vous avez à répondre? J'ai la chair de poule en l'écoutant parce qu'il a dit tellement de vérités dans lesquelles je me retrouve, en fait. Mais je trouve 2 points positifs dans cette dynamique-là. Je ne sais pas, mais c'est certainement que le gouvernement est en train donc de les tenter pour voir ce qui va se passer. Quand vous voyez la liste de ceux qui sont nommés, il y a beaucoup qui sont encore, par exemple, la doyenne de la FACH a été reconduite. En tout cas, une grande majorité ont été reconduits. Ce que je vois dedans comme opportunité ou bien comme intérêt, c'est que si on n'a par exemple pu conserver une grande majorité d'entre eux au niveau des nominations, c'est qu'ils sachent que maintenant, il faut faire attention, sinon à tout moment, on peut te limoger. Je trouve ça de pertinent. Si le gouvernement n'a pas changé tout le monde et que la grande majorité est conservée, c'est important qu'ils sachent que désormais, vous devez mieux faire, sinon on va vous limoger. Je trouve ça quand même un peu... S'ils avaient limogé une grande majorité, j'allais comprendre. Ensuite, quand je lis le communiqué de la ministre hier, je me rends compte que pour ce qui concerne par exemple la nomination des écoles doctorales, il semblerait que bientôt le Conseil national de l'éducation, il y a possibilité qu'on procède à de l'élection ou non des membres du Conseil national de l'éducation, si vous lisez le communiqué. Tout à fait, oui. Donc, ils n'ont pas rejeté l'élection. Comment peut-on se séparer d'un éminent agrégé du droit public en la personne de Joël Aïvo, qui aujourd'hui reste une référence constitutionnelle? L'éviction est politique. Mon frère, disons les choses telles quelles. L'éviction est politique. L'homme, au départ, était rapporteur de la commission devant modifier la Constitution du 11 décembre 1990. Et on avait lu le rapport devant le président de la République. Mais simplement parce qu'il a exprimé sa désaprobation vis-à-vis d'un certain nombre de points, on l'a écarté. On l'a écarté jusqu'à ce qu'on l'a totalement réduit à cuillère. Parce qu'il a continué toujours par s'opposer, par critiquer, par donner son point de vue qui n'est pas les leurs. Mais c'est quand même étrange et déconcertante. Cette prétention qui consiste à traiter les gens qui ne sont pas d'accord avec vous comme si le médecin devrait traiter autrement le patient ou comme si le professeur de droit devait traiter autrement l'étudiant. C'est dangereux. Donc on ne doit pas encourager ça. Oui, Brice Sourou, vous avez bien fait d'attirer l'attention quand on parcourt effectivement les listes. Mais il y a une chose qu'il dit et qui est vraie. Quand on parcourt, comme il le dit si bien, il y a listes, bon nombre... on constate que bon nombre ont été reconduits. Et l'autre aussi point qui est fort, qu'il ne faut pas négliger, ceux qui ont été nommés sont de trait, sont de qualité, sont des personnes de qualité. Je prends par exemple ce qui concerne la faculté de droit de Parakou. Je ne veux pas dire Cotonou, parce que pour Cotonou, c'est grave. On va y revenir, vous permettez, je voudrais situer nos téléspectateurs, c'est important. Vous avez dit beaucoup de choses à la fois, et un aspect très, très important qui ne devrait échapper à personne, c'est cette liste présentée. Et quand on parcourt la liste, manifestement, comme l'a souligné Brice, c'était clair que bon nombre de ces doyens ont été reconduits. Quand on le fait ainsi, on peut se dire qu'il y a de la bonne foi derrière. Mais en même temps, Brissot, lorsque on lit, comme l'a souligné votre vis-à-vis, on se rend compte qu'il y a comme une éminence grise qui a manqué à l'appel. Aujourd'hui, s'il y en a qui fait vraiment la fierté du Bénin, incontestablement, loin de la politique, des récriminations et des problèmes personnels, il reste Joël Aïvo. Là, on est surpris de constater qu'il y a eu cette vague-là de rappeler et que lui, il a manqué à l'appel. Ça a attiré aussi votre attention? Pour moi, la perfection n'est pas de ce monde. Je pense que c'est un appel. Et je pense qu'on peut tout améliorer. Et certainement que le gouvernement va en tenir compte. Mais je suis mal placé pour dire que c'est pour telle ou telle raison qu'il a été écarté. Toutefois, est-il qu'il faut reconnaître que c'est l'un des éminents professeurs qui maîtrise leur matière.
Mais dans toutes les politiques en Afrique et en Afrique au sud du Sahara, pour la plupart, les politiques tiennent compte donc de beaucoup de critères. Le Bénin n'est pas écarté de ça. Donc, on ne pourrait pas dire aujourd'hui que oui ou non, on infime les affirmations donc, de notre collègue. Ah oui, parlant toujours de cette liste, vous avez voulu ouvrir une parenthèse. Je vous laisse la parole. Parliez tout à l'heure de Parakou, qui pour vous reste une grande opportunité, une aubaine pour les apprenants. Et vous avez voulu comparer à Bomé Calavi. On commence par Parakou avant de revenir à Bomé Calavi et accessoirement d'autres ouvertures. Lorsqu'on veut rester impartial et apprécier la nomination dans sa globalité, dans son intégralité, vous constatez qu'il y a des hommes de qualité qui ont remplacé des hommes de qualité. Ça, ce n'est pas faux. Mais vous constatez que ceux qui n'ont pas été reconduits, c'est ceux qui, dans un cas comme dans l'autre, ont montré leur désapprobation vis-à-vis du pouvoir en place. Prenons la FADESP à Bomé Calavi. À la tête, comme doyen, c'est mon ancien professeur de droit de la famille à Lomé en 2 à droit privé fondamental, à la personne de Yanwi Rock, donc que je connais très bien, qu'on a mis là. Mais avant d'atterrir là, il était quoi? Il était le président du parti Alternative Citoyenne. Il a remplacé qui? Il a remplacé le président de la Cour, l'actuel président de la Cour constitutionnelle, à la personne de Joseph Djogbenou. Et entre-temps, il y a un quiproquo de malentendu entre le monsieur Djogbenou et Aïvo. Aïvo leur a tourné dos. Il n'était pas d'accord avec leur stratégie de pouvoir modifier coûte que coûte la Constitution. Et il a dit clairement, et il est resté campé dans sa position. L'université est un univers apolitique. Avec les nominations, elle devient un univers politique. Et les résultats seront plus catastrophes que ce qu'on est en train de déplorer aujourd'hui. Allons à Parakou. À Parakou, on a Adamou Mokhtar, un homme personnel. Un homme de droit, chevronné. Très bien. Et on a Éric Rontondi, qui est un ami. Parce qu'on a fait le séminaire ensemble. Il a des qualités. Non, pas parce qu'il est un ami. Hein. Mais Djogbenou, c'est un doyen, c'est un aîné, c'est un ami. Mais ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Il faut dire que ce n'est pas bien. Je suis désolé. Le véritable ami, c'est celui qui regarde son ami en face et lui dit la vérité. Pas celui qui lui donne des coups derrière ou qui... Quand vous avez l'occasion, vous lui dites qu'il peut revoir sa copie, c'est cela. À qui? Il ne faut pas mélanger les choses. À Adamou Mokhtar. Donc, ça pour dire que tout n'est pas mauvais. Mais quand on veut réformer, cela suppose que vous voulez moderniser, améliorer, abonir, rendre bon. Mais quelle est cette réforme que vous voulez faire et qui fâche plus les gens qu'il ne met les gens plus en gaieté? Ça rend gai mon vis-à-vis, simplement parce que mon vis-à-vis a connu une situation frustrante et d'autres ont été victimes de cela aussi. Et tout de suite, il a pensé qu'avec ces nominations, le pouvoir central pourra contrôler et pourra imprimer sa rigueur à ces nominés-là pour qu'ils puissent atteindre le résultat qu'il est en train de rechercher. Mais là, si ceux d'hier ont écarté, les pauvres comme vous et moi, ou ceux qui n'avons personne dans le système, ici maintenant, les politiques vont écarter nous autres opposants qui aimerions faire la thèse ou un jour devenir agrégés. La porte sera complètement fermée. Et dans le dispatching même de Guécou, on regardera la couleur politique, ça c'est la pure vérité. Il ne faudrait pas le cacher. Vous êtes africain, béninois, vous parcourez le monde. Oui, cette crainte récurrente par rapport à la question de la politisation de l'univers universitaire vous interpelle-t-elle ou ça constitue une infime préoccupation qui ne devrait pas amener tout le tollé auquel on assiste? Non, mais ça ne peut que m'interpeller. C'est normal. Mais quand tout le monde me pose la question de savoir, Brice, Docteur Soro, pourquoi tu supportes le gouvernement sur cette affaire, je dis, il faut au moins, même si c'est 1 mois, 2 mois ou quelques mois, les mêmes enseignants qui nous ont fait subir les mêmes atrocités, ils goûtent à ça pour savoir combien de fois ça fait mal, pour que désormais, si on revient à cette démocratie universitaire, c'est-à-dire si on leur accorde le droit de voter,
pour qu'ils ne nous fassent plus subir les mêmes choses. Parce que s'ils ne vivent pas les mêmes choses que nous, ça ne va pas se passer. Et le réel problème au niveau de nos universités, c'est que une grande majorité, plus de 80% de nos universitaires ont de difficultés à rédiger des projets, de décrocher du financement. Par exemple, moi, j'ai la possibilité de décrocher des financements à coût de millions pour nos universités, mais parce que je ne suis pas recruté, je ne le ferai jamais. C'est pour cela que j'ai enregistré mon ONG et je ne fais que envoyer des projets pour décrocher du financement. Donc, du coup, il y a une perte de cerveau utile pour nos universités qui s'en va. Moi, j'ai formé gratuitement plus de 500 jeunes docteurs, doctorants et jeunes étudiants dans ces domaines-là. Et du coup, ceux-là qui s'engagent depuis des années pour le faire bénévolement, s'ils sont écartés, le moment qui va venir où on va dire désormais il n'y a plus d'élection, on ne peut que d'abord applaudir. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la gestion de l'université doit être concertée. Moi, je peux revenir sur ça. La gestion de l'université doit être concertée. Mais il faut un temps. Il faut qu'ils sachent eux-mêmes qu'ils nous faisaient, nous les fils de pauvres là, on subissait quelque chose. Quand vous suivez l'option du gouvernement, vous auriez voulu que ce soit une option transitoire, que pendant un temps, qu'on laisse ceux qu'on vient de nommer faire leurs armes, leurs preuves, et ensuite qu'on avise et qu'on revienne à la démocratisation de l'université. C'est cela? Une vraie démocratisation de l'université. En tout cas, c'est ce que moi j'ambitionne. Dans une vraie démocratisation. Une vraie démocratisation de l'université, c'est que l'université doit être gouvernée sur la base de l'excellence et non sur la base de la politique, ni sous la base du relationnel. Du népotisme. Moi, j'ai un cousin docteur, je ne vais pas donner son nom, qui a dit je ne déposerai jamais mon dossier à l'UAC parce que le professeur qui va siéger a des problèmes avec mon encadreur. Quand il n'a pas dirigé ma thèse, il va toujours rejeter, je n'irai jamais déposer. Alors lui, il a quel avenir? Donc, il faut une réelle gouvernance. Il faut en fait que cette situation, pour moi, permet de les mettre aussi en épreuve, comme nous aussi, on a toujours été mis en épreuve. Et ensuite, de manière transitoire, ça va se régler. Je pense que le gouvernement est ouvert à ça. Ok. Oui, une période de transition. Est-ce qu'on peut voir ce qui se passe actuellement sous cet angle-là? Non, aucune période de transition. Il faut jeter à la poubelle cette réforme-là. Et les sachants n'accepteront pas ça. Parce que sans enseignants, il n'y a pas de quoi donner. Sans enseignants, les deux qu'on a choisis ne peuvent pas fonctionner. À moins d'aller chercher des doctorants qui n'ont jamais voulu aider, à qui n'ont jamais voulu mettre le pied à l'étrier pour qu'ils deviennent docteurs. À moins d'aller chercher les doctorants pour venir enseigner. Parce qu'il y a des doctorants plus compétents que les docteurs. On sait comment les gens deviennent docteurs parfois. Parce que c'est une cooptation. Donc c'est toi, je te prends et je te suis. Et puis j'appelle mes camarades, 2 ou 3, on s'assoit et puis on te donne le titre. C'est ce qu'il dit. Mais c'est un peu partout. Même ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Du moment où vous avez eu maille à partir avec un enseignant, c'est pourquoi je dis que la nomination n'a pas de rapport avec les pratiques malsaines. Lorsque vous avez maille à partir avec un enseignant, et qu'il n'a pas la crainte de Dieu, il décide d'en découdre avec vous. Je vous donne l'exemple à Lomé. À Lomé, j'ai fait un premier DEA, c'est le deuxième, droit et politique de l'environnement. Je ne savais pas que c'était le coordonnateur du programme, je lui ai mal parlé. Mais le jour de ma soutenance, on a programmé 3 professeurs, dont mon directeur de mémoire. Il est venu, il a barré le nom d'un enseignant ami à lui, et il a écrit son nom. Je l'ai vu dans le cahier. J'ai dit, mais au nom de quoi on a changé? Pourquoi il est venu? J'ai dû demander à mon mentor, père, à son âme, que Nam Tchougli, le professeur togolais, va me faire la peau. Il faut venir m'aider. Et il est venu, et malgré tout ce que j'ai dit, il est venu, il n'a pas été du tout doux avec moi durant toute la soutenance. Il m'a fait rater 16, j'ai eu 15. Mais ça s'est passé où? À Lomé. Donc c'est une pratique généralisée. Les nominations ici, non, le but de rechercher à travers les nominations ici, ce n'est pas le résultat escompté, recherché par mon vis-à-vis. Le danger des nominations ici, c'est la politisation à outrance de l'université. On peut corriger les conditions des élections. On peut corriger la démocratie universitaire. On peut améliorer la démocratie universitaire, mais pas aller à une nomination. Parce que le nominé est soumis. Le nominé est assujetti, le nominé est subalterne, le nominé reçoit des ordres. Et quand il reçoit des ordres, la peur de perdre sa posture, sa situation, sa position, l'oblige à faire pire que ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui sur ce plateau. Oui, Brissot, quoi qu'il en soit, actuellement, les enseignants sont plutôt très remontés au travers et au sein de l'intersyndicat des enseignants. Du supérieur, ils avaient annoncé
un sit-in dans l'enceinte de leur ministère de tutelle, ce qui finalement a été fait. À l'issue, ils demandent à l'autorité de revenir sur sa copie. Voyez-vous les deux parties s'engager dans un bras de fer? Comment entrevoyez-vous cette problématique? Si l'autorité doit revenir sur cette question, c'est qu'il faudra d'abord que les universités en question et les syndicalistes soient syndiqués. Combien d'entre eux paient les cotisations dans leur syndicat? Allez demander tous les mois. 2, il faudra qu'ils soient responsables dans leur syndicat d'abord. Ensuite, il faudra que ceux-là qui sèchent les cours à l'université et qui font donner les cours par nous, les jeunes docteurs, je dis les collègues parce que moi j'ai refusé de le faire gratuitement. Les jeunes docteurs qui sont là, certains sont là depuis 6 ans, d'autres marchent à pied pour venir à l'université. Ils sont toujours docteurs. Et font les cours à leur place. Et eux autres, ils sont dans des instituts internationaux, dans leur bureau d'études. Il faut qu'ils commencent par venir à l'université et le dialogue sera ouvert. Il faut qu'ils arrêtent aussi à partir de cet instant-là d'imposer leurs enfants, rien que leurs enfants. L'université n'est pas un royaume. Quand je le dis, c'est en fait les problèmes qu'ils nous créent qui conduit à ce qu'on alerte le gouvernement et le gouvernement en soit dans cette situation. Moi, je le dis. Vous savez, si je soutiens le gouvernement à 500%, 500%, c'est parce que pour moi, fils de pauvre, il n'y a plus d'espoir. Et je leur ai même dit que je ne rêve même plus enseigner à l'université. Donc, on n'a qu'à leur foutre ce qu'il faut foutre. Parce que l'université n'est pas pour les familles. Il faut qu'ils le sachent. Nous, on a été piétinés, brisés. On a eu, moi, ma bourse en Belgique, c'était plus... Oui, en fait, c'est ça qui nous a conduit aux révoltes. Plus d'1 million de francs CFA pour une bourse. On était 5000 personnes à compétir. Et on me dit, tu n'iras pas. Si tu t'en vas, tu ne seras plus mon assistant. Et viens donner les cours gratuitement avec moi. Et je ne vais pas donner le nom de l'enseignant. Des enseignants qui sèchent l'université et qui sont dans des institutions internationales. Et nous, fils de pauvres, j'ai un beau-frère qui marche à pied pour venir à l'université. Je ne vais pas donner son nom. Depuis, il a plus de 5 ans. À l'université. Depuis 5 ans à l'université. Fils de pauvre qu'il est. Oui, c'est révoltant. Il est Kofi-Dja, votre vis-à-vis le clame à cœur et à cri. Il va falloir que les universités se remettent en cause. En tout cas, pour l'instant, il pense que le ministre de tutelle doit revoir sa copie. Une décision sortie du Conseil des ministres. Est-ce qu'il faut espérer quelque chose de ce bras de fer qui s'ouvre? Non, je partage l'idée selon laquelle certains enseignants, pour ne pas dire la plupart, doivent se remettre en cause parce qu'on sent, comme il le dit, du népotisme, on sent l'éviction du plus pauvre qui a dû lutter tel un diable dans l'eau bénitier pour franchir le Rubicon de la thèse. D'autres, faute de moyens, ont dû abandonner, comme il le dit, parce que à force de venir, d'assister, de faire du bénévolat, c'est comme ça ils font. Ils vous maintiennent en position de dépendance pour vous utiliser. Au final, ils ne vous donnent même pas la thèse. Lui, il a eu même la chance de franchir ce Rubicon. Je ne sais même pas pourquoi il se plaint. Parce qu'avec un doctorat, je n'assisterai personne. Je vais déposer mes dossiers n'importe où. Je fais mes cours et je prends mes heures. Si avec le 2A, mes 2 2A, j'arrive à le faire, je ne sais pas pourquoi tu te plains dans ce sens-là. Mais vous savez quoi? Il faut que le gouvernement corrige ou revoie sa copie. Et c'est important. La nomination n'est pas le remède. C'est faire asseoir ces acteurs et qu'il y ait un dialogue sincère, sérieux, pour que les volontés du gouvernement soient exprimées, mises sur table, et que les volontés des enseignants puissent concorder, histoire de retenir une solution d'ensemble pour insuffler une nouvelle démocratisation de l'université. Parce que le mal que nous rejetons aujourd'hui, on risque de l'empirer, on risque d'avoir la version empirée si on laisse le politique s'imposer dans ce milieu qui est déjà plus ou moins pourri. Pourri, sexuellement parlant, comme il a dit, pourri à travers les différents positionnements et à travers les traitements faits aux uns aux autres, et pourri dans la mesure où on sent un écart entre ceux qui sont en odeur de sainteté avec ces professeurs gradés et ceux qui ne s'entendent pas avec eux, pourri parce qu'il y a un écart de traitement entre les doctorants ou les docteurs pauvres et riches. Cette situation ne se sent pas concernée que les enseignants, les étudiants aussi. Tôt ce matin, avant qu'on entre en studio, les enseignants appelés à dispenser les cours ce jour-ci ont été carrément empêchés.
pas bon nombre d'étudiants venus demander à ce que clarification soit faite autour de ces nominations avant qu'on ne puisse continuer à poursuivre les cours. Comment appréciez-vous cette interpellation ou cette émission des étudiants, s'il faut qualifier ça d'émission? Je pense que il faut bien analyser les choses avant de donner sa position. D'abord, je partage le point de vue de mon collègue. C'est la meilleure solution. Il faut, pour une bonne gouvernance, si on doit être sincère, il faut que ça soit concerté, participatif, qu'on jette les idées et de manière graduelle, qu'on définisse des stratégies pour régler le problème. Ça, c'est sincère. Et par rapport au soutien des étudiants avec les universitaires, dans tous les cas, depuis des années, moi, j'ai été vice-président du COGERU dans l'UNCEP jusqu'en 2008. J'ai fait l'UNCEP. Donc, on a été aussi dans les marches, on a fait les mobilisations et nous savons ce qui se passe. Pour la plupart du temps, les étudiants soutiennent les enseignants. Ah bon? Pour la plupart du temps. Pourquoi? Mais parfois, Pourquoi c'est si systématique? Parfois, quand il y a de l'injustice, c'est systématique parce que les étudiants et les enseignants, ensemble, sans étudiants, il n'y a pas d'enseignants, et sans enseignants, il n'y a pas d'étudiants. C'est une harmonie. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que beaucoup d'étudiants sont frustrés. Donc, la masse ne serait pas importante comme ce qui se passait avant. La sortie des étudiants... L'école est sanctuaire autant que la chapelle. Je dirais, l'université est sanctuaire autant que la chapelle. Et dans cette sacralisation du haut lieu du savoir, il y a deux acteurs qui se soutiennent mutuellement. Nous sommes à un rendez-vous du donner et du recevoir. Le donneur, c'est l'enseignant, donc le professeur. Le receveur ici, c'est l'étudiant. Il y a un winkoloum, un lien intrinsèque entre les deux. Tenter de les dissocier, de les séparer, c'est complètement aller droit dans le mur. Mais est-ce qu'il faut soutenir pour soutenir vous en position d'étudiant? Non, mais ils soutiennent une cause noble. Étudiant, Ce n'est pas soutenir pour soutenir. Ils n'ont pas le choix, ils doivent soutenir. Qui viendra leur faire cours? C'est les rats? C'est la souris? Mais quand on vous suit tout à l'heure avec des aspects quand même pertinents que vous avez évoqués, est-ce que ces étudiants ne feraient pas les délégués, normalement, les délégués, donc les responsables de ces étudiants, doivent aller à une rencontre avec le corps professoral et savoir les motifs qui ont amené le gouvernement à décider de passer à une nomination au lieu de tuer l'élection. Et les soutenir et faire partager leurs idées, et soumettre leurs idées à leurs aînés pour qu'ils retournent à la table de négociation, histoire de pacifier la maison. Parce que pour l'instant, nous ne sommes même pas encore rangés dans le casier D des universités. Comment? Nous ne sommes pas encore rangés dans le casier D des universités. La catégorie D, là, c'est déchets. Les universités déchets. On n'est pas encore dans cette catégorie, on est en bas. Parce que l'université s'apprécie en fonction de la qualité des enseignants qui s'y enseignent. C'est comme ça. Et à force de faire ce qu'il dit, le népotisme, à force de positionner les leurs en fonction de la couleur politique ou en fonction du lien de parenté, on n'aura pas d'enseignants de qualité. Je vous jure, il y a des docteurs, jeter son nom en droit constitutionnel en plein cours. Les étudiants ont dit, nous, on ne suit pas le cours, tu ne continues plus de nous faire le cours. Le délégué que j'étais, je suis allé à l'administration, dit il ne nous fera plus le cours. Et pourtant, c'est un docteur. Mais qui a-t-on ramené? Un maîtrisard du nom de Gounou Abdoulaye, l'actuel député. Ouais. Il était venu, titulaire d'une maîtrise. Il nous tenait en finances publiques. C'est phénoménal. Le secrétaire général, l'actuel secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Gilles Badé, simplement avec une maîtrise en DEA, tu buvais son cours. Donc, vous laissez vos histoires de docteur, d'agrégé, de je ne sais quoi. Là, d'enseigner. Ça ne s'apprend pas, c'est un don. Ça s'acquiert à force de répéter. Donc il y a des jeunes que l'on doit, à qui on doit mettre le pied à l'étrier, et c'est ce que ces aînés ne font pas. Et je devrais avoir raison d'encourager la décision du gouvernement, mais je les encourage simplement pour leur dire qu'ils ne sont pas tous ainsi. Parce que ce que cache la nomination, je le répète et je le dis, c'est la politisation et non la démocratisation. Et la nomination ne viendra pas résoudre les problèmes que nous sommes en train de vouloir régler. Donc l'appel, en peu de mots pour vous, est à régler les problèmes de l'université avec un peu plus de recul dans les types de réformes à imprimer. Il va falloir que le gouvernement fasse un rétro-pédalage républicain.
Ce qui s'apparente aujourd'hui à un bras de fer qui s'ouvre pourra conduire les universités du Bénin à bon port, où on va là vers une issue plutôt catastrophique. Vous savez, depuis l'année dernière, la loi sur la fonction publique a été améliorée. Vous avez appris ça. Et moins d'erreurs, on peut t'éjecter, on peut te radier de la fonction publique. Et vous savez aussi que le nombre de jours de grève est limité. Donc, si les universitaires ne dialoguent pas avec le gouvernement, ou si le gouvernement n'ouvre pas les portes du dialogue aux universitaires, il y aura catastrophe. Et là, il y aura malcompréhension, alors que le problème de nous, les pauvres, ce n'est pas la crise entre les universitaires et le gouvernement. Voilà. C'est résoudre un problème. Et pour résoudre ce problème-là, il faut qu'ils s'entendent, qu'ils définissent la stratégie, comme l'a dit mon vis-à-vis, pour mieux régler ce problème-là. Parce que le bras de fer entre les universitaires et le gouvernement va faire jaillir les conséquences sur l'avenir du pauvre. S'il y a un choix opéré en urgence face à cette crise qui couvre, quel est-il? Vous savez quoi, la colère du mouton ne fait pas déplacer la date retenue pour son festin. Mais il va falloir que la colère du gouvernement déplace complètement les choses, parce que le gouvernement n'a pas affaire à de pauvres moutons ou à des moutons de Parnuche, mais le gouvernement a affaire à de moutons Sacha. Et d'où, moi, si j'étais que du gouvernement, je reviendrai à la table de négociation et je vais opérer et un certain nombre de changements dans la manière de conduire les élections pour que, dans les conditions, pour être éligible comme doyen ou vice-doyen, pour que les meilleurs soient à la tête, ou ceux qui ont un profil ou un étoffe qui accueillent l'approbation du plus grand nombre, soient les deux à la tête pour pouvoir diriger l'université. Brissot, je vous pose la même question. Une bataille qui s'annonce, est-ce qu'elle a sa raison d'être en définitive pour ce qui réunit plus les Béninois, les universités dans le cas d'espèce et le gouvernement? L'objectif poursuivi. Ce qui est sûr, le dernier perdant, c'est le fils du pauvre. Moi, je souhaite qu'il se concède pour nous régler le problème. Parce que tout le monde n'a pas la chance, comme moi par exemple, qui demande un visa de 5 jours pour le Canada, qu'on me donne 5 ans pour mon profil. Et à tout moment, je peux partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons penser à l'avenir de ceux-là qui n'ont personne. Nous devons mettre en place une stratégie pour soutenir le fils du pauvre dans les universités. C'est le problème qui se pose. Et les populations ont besoin de ça. Ils l'ont promis pendant les campagnes, mais lorsqu'ils sont venus au pouvoir, ils n'ont encore diligenté aucune réforme dans ce sens-là. Les concours organisés, ça et là, n'ont pas donné un résultat qui montre que l'impartialité est devenue absolue et que le fils du pauvre qui allait compétir est admis. Ça reste toujours les intrigues de couloir, les reptilisations nocturnes. Donc, ce que nous déplorons, ce n'est pas les nominations ne vont rien régler du tout. La volonté politique, une volonté sincère et savoir placer le peuple. Je mets peuple, riche ou pauvre. Moi, je ne suis pas contre les riches. Je mets riche ou pauvre dans le même panier. Parce que si le fils du riche est brillant, il faut qu'on le retienne. Si le fils du pauvre est brillant, il faut qu'on le retienne. Et ça va être votre mot de la fin. Voilà. Merci. Donc, merci. Brissot, 15 secondes. Vous savez, cette procédure-là de nomination est entre deux recrutements d'universitaires. Les jeunes docteurs, vous devez vous poser la question de savoir, après la nouvelle procédure de recrutement des assistants, qu'on ait impliqué le gouvernement et qu'au même moment, on a les universitaires qui se sont impliqués dans les jurys et qu'on n'a pas pu obtenir de bons résultats, c'est sûr qu'aujourd'hui, le gouvernement pense et estime qu'il faudra donc se concerter pour régler le problème. Donc les choix restent permis. J'espère que vos doléances et en même temps suggestions, apports sont tombés dans de bonnes oreilles et que l'université en sortira grandie et que ce qui s'apparente à une crise qui couvre ne sera que du leurre. On le souhaite pour l'accalmie dans le sang
universitaire. Brissot, merci pour la disponibilité. Merci également à vous. Il est Kofidia, chez Téléspectateur, 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera tout. Cette citation, avant de vous, faut aussi définitivement accompagner. Ce sera celle de l'écrivain et philosophe français Jean-Jacques Rousseau. Je le cite, il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Les deux vont de pair et s'entremêlent. Merci d'être en présence des nôtres. À très bientôt.